Bonjour à tous. Alors, manifestement, ça n'a pas fonctionné tout à l'heure, donc je reprends ce que j'avais commencé, c'est-à-dire le travail qu'on avait ambitionné de faire sur cet opéra et notamment sur l'Orfeo pour parler de l'histoire de l'opéra. Donc, je vous avais expliqué pour commencer qu'on partait de l'histoire de l'opéra, on parlait de l'histoire de l'opéra et on en profitait pour traiter un sujet qui est très souvent traité à l'opéra, c'est-à-dire le drame amoureux, puisque beaucoup d'opéras sont des opéras dramatiques. Donc, je vous avais expliqué très rapidement que le livret, c'est le texte ou la pièce d'opéra qui est, euh, qui est interprétée, sauf qu'elle est chantée, et que l'Orfeo, qui est le premier opéra connu à ce jour dans la forme actuelle, est en fait un opéra de 1607 de Claudio Monteverdi, qui a été composé sur un livret d'Alessandro Striggio. Donc, je rappelle, le livret, c'est la pièce de théâtre. Nous allons commencer par étudier les différents types d'œuvres qu'on trouve au sein d'un opéra. Pour commencer, on va prendre l'ouverture, comme son nom l'indique, c'est ce qui va commencer, ce qui va débuter l'opéra, et on va voir quelles sont les différentes fonctions de l'ouverture et par quoi l'ouverture passe pour faire passer tous ces éléments. Donc on va écouter l'ouverture de l'Orfeo. Vous allez essayer de repérer par vous-même quel type d'instrumentarium on a, c'est-à-dire quels instruments vous entendez dans cet extrait, et à partir de là, essayer de remplir les différentes questions. L'instrumentarium, la structure de l'extrait, en combien de parties est-ce qu'il est construit, et en trois, quelles particularités relevez-vous. Voilà, et j'essaierai de vous guider sur toutes ces questions. Alors, suite à cette écoute, vous avez bien remarqué sans doute un certain nombre de choses qu'on va retrouver notamment dans l'instrumentarium, c'est-à-dire que on a un instrumentarium qui est assez ancien. Les premiers instruments qu'on va pouvoir opérer assez vite sont déjà les instruments de la famille des cuivres. Donc ici, on va pouvoir marquer les instruments de la famille, instruments de la famille des cuivres. Je vais supprimer ces lignes de sorte que on ne soit pas gêné. Instruments de la famille des cuivres. Vous entendez également probablement des cordes frottées notamment. Et si vous y prêtez attention, des cordes pincées. Vous allez vous rendre compte que dans cette partie centrale, on entend essentiellement des cordes. Peut-être aurez-vous entendu, mais il y en a, des bois. Nous allons réécouter les différentes parties qui nous mettent en exergue ces instruments. Je commence avec les cuivres dans la première partie. Voilà, clairement des cuivres. Et on entend également, on peut le rajouter si on veut après les cuivres, des percussions. On ne va pas trop se taper sur ce que c'est comme type de percussion, s'il s'agit
plats de percussion anciennes qui sont maintenant très connus, un peu comme une grosse caisse. Ici, nous entendons les cordes frottées, toutes les cordes. On entend des bois qui doublent les cordes. Et vous entendez aussi les cordes pincées. On va voir les différents types d'instruments. Puisqu'on parle de la structure de la pièce, vous avez entendu une première partie du cuivre. Là, ici, essentiellement des cordes et des bois. Et on retrouve les percussions. Moi, je l'arrête là, vous avez compris l'idée. Dans ces percussions, dans ces cuivres et percussions, qu'on va entendre deux fois donc, au début et à la fin. C'est tout ça que je voulais faire, merci. Dans ces cuivres et percussions qu'on entend deux fois, en fait, ils vont structurer, ils vont être au début et à la fin, et au milieu, dans la partie des cordes. Donc, la structure est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est en trois parties, fort, entre parenthèses, cuivre, plus percussion, puis doux, cordes et bois, et enfin fort, cuivre et percussion. Voilà, on retrouve ces trois parties différentes qui vont s'enchaîner dans la structure de cette ouverture. Quelle particularité relevez-vous? Alors peut-être ne l'avez-vous pas entendu, mais il est intéressant, par exemple, de prendre si je prends, du coup, on entend ce que je joue. Si je prends ce qu'il y a dans le... Pardon. Si je prends ce qu'il y a comme accord, vous allez remarquer que tout du début jusqu'à la fin de cet extrait, on a un seul accord. Elle est prise certes par les bois, mais identique, et la troisième partie est reprise par les cuivres, toujours identiques. Donc ces trois parties identiques, en fait, elles ont un seul accord, elles sont construites seulement sur un accord. On n'a pas l'impression, quand on écoute la première fois, on ne fait pas forcément très attention à ça, mais on repère que tout est composé uniquement sur un seul accord. Un seul accord sur toute l'ouverture. Alors vous remarquez quand même qu'il y a une certaine puissance par les cuivres notamment, ça annonce avec les cuivres. Je vais vous montrer tout de suite maintenant la vidéo de cette représentation par un musicien très intéressant et très connu qui est spécialiste de la musique baroque, qui s'appelle Jordi Savall. C'est un musicien et compositeur qui est catalan, donc en Espagne. Enfin, d'aucuns diraient que ce n'est pas l'Espagne, mais on va partir du principe que c'est le cas. Et on va regarder donc la première vidéo. Il s'agit de la représentation de cette... Arthritis? Everything, according to a new scientific discovery. Recent studies conducted by the NIH show that tomatoes, although nutritious, Grammarly's cutting-edge technology helps you craft the body and make your joint pain and arthritis even worse. It was Bien, nous avons donc, je reprends là où on en était, et on va regarder donc un extrait de cette mise en œuvre par Jordi Savall. Vous allez voir que là, en l'occurrence, le chef d'orchestre, qui est Jordi Savall, se met un petit peu en scène dans cette entrée de l'opéra.
voit ce qu'on appelle un cornet à bouquin. Ici, vous voyez une harpe. Là, ces instruments avec des manches très très longues, ce sont des théorbes. On entend aussi, mais là on ne le voit pas, il y a le clavecin. Et donc plein d'instruments qui sont essentiellement des instruments anciens, puisqu'on est dans l'époque baroque. Les violons sont joués légèrement différemment, ont des propriétés différentes. On est vraiment au début de l'opéra, c'est l'époque baroque. Les trompettes et trombones sont des trompettes et trombones naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piston comme dans la version moderne, mais ce sont des instruments anciens, donc qui sont beaucoup plus difficiles à jouer, qui ont beaucoup plus de complexité dans le jeu entre la vibration des lèvres et l'utilisation des doigts qui vont boucher des trous. Ça va donner ça a un son qui est aussi un peu particulier et qui est un peu différent du son de la trompette plus récente et plus moderne. Voilà pour cette représentation par un musicien catalan qui donc utilise ces instruments anciens dans cette interprétation, puisque ça a été composé pour être avec ce type d'instrument. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure dans le cours, sur la feuille, il a composé aussi les Vêpres à la Vierge. Le même compositeur, Claudio Monteverdi, a composé des Vêpres à la Vierge qu'il a composé pour un concours, a priori, il lui a permis, alors il l'avait passé aussi pour Saint-Pierre de Rome, et ça lui a permis de devenir le musicien de la basilique de Venise. Donc, je vous passe l'extrait de cette représentation. Alors là, en l'occurrence, on est avec un musicien anglais, John Eliot Gardiner, très connu aussi pour le même type de répertoire. Vous allez voir que la vidéo date un peu et que le look des gens aussi, c'est assez daté. Mais l'interprétation est très belle et très bien dirigée par John Eliot Gardiner.
dans cette interprétation un certain nombre d'éléments, et notamment, on repère assez vite qu'il y a à peu près la même musique. Si vous avez repéré, on entend bien les cuivres qui vont refaire le même mouvement mélodique qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, ce mouvement qu'on a entendu tout à l'heure dans l'Orfeo, en fait, il a écrit la même musique. La seule chose qu'il a changé, c'est qu'il y a rajouté des paroles, et le chœur prend ce fameux accord de manière immuable. Il va prendre cet accord qu'il va utiliser, plusieurs, sur toute la durée de l'extrait. Alors, maintenant que cela est fait, qu'on a vu ensemble ces caractéristiques-là, on va juste pouvoir peut-être le noter sur la feuille. Donc la musique est la même. Pour les instruments, alors je vous passe le fait qu'il y a un petit interlude qui est fait, un petit intermède musical qui est fait entre deux extraits identiques, mais sinon c'est ça. Donc entre les instruments, point, il a ajouté un chœur qui chante l'accord sur le texte décrit. Voilà. Donc c'est uniquement l'unique accord qu'on va trouver va être chanté là-dessus. Donc évidemment, vous pensez bien qu'à l'époque, ça a dû faire un certain scandale qu'il ait osé prendre et composer pour une musique religieuse, une musique qui avait servi pour un opéra, donc qui était un genre profane. Et là, on s'attaquait au sacré avec une œuvre qui était différente. Du coup, je ne vous ai pas mis la partie de droite, qui est dans la capture d'écran. Voilà, j'ai écrit ici, la musique est la même pour les instruments, il est ajouté un chœur qui chante l'accord sur le texte décrit. Voilà, et donc l'ouverture est la fonction. Dans l'opéra, tout ça c'était autour de l'ouverture. L'ouverture dans l'opéra, elle a une fonction particulière, c'est la fonction d'attirer l'oreille, de faire rentrer le musicien et le spectateur surtout dans l'opéra et dans ce qui va se passer dans cet opéra. Imaginez bien qu'à l'époque, lorsqu'on écrit de la musique comme ça, on n'est pas du tout dans l'opéra tel qu'il existe aujourd'hui en France notamment, où on arrive dans une salle avec des jolis sièges feutrés, une belle ambiance, etc. Et dans un calme relatif. Dès que les lumières s'éteignent, il y a un calme absolu. Là, vous avez à l'époque, le théâtre comme l'opéra, c'est extrêmement populaire, donc les gens discutent, sont debout, et même pendant l'opéra. Donc c'est aussi l'ouverture, un moyen à l'époque d'attirer l'attention du spectateur en disant attention, ça va commencer, il va se passer quelque chose, peut-être serait-il bien de votre part d'être silencieux, qui permettent d'avoir une attention assez soutenue du public jusqu'à la fin de l'opéra, si en tout cas il est intéressé jusqu'au bout. Très souvent d'ailleurs, la plupart du temps, très souvent, les compositeurs, ils savaient si leur œuvre avait plu uniquement s'il y avait du silence dans la salle, ce qui me paraît aujourd'hui assez incroyable, mais uniquement, c'était la seule chose qui leur permettait de savoir si leur musique avait plu et si elle avait du succès, c'était de savoir s'il y avait eu du silence dans la représentation. Bien, ceci étant fait, on va passer à la partie pratique. Donc pour la partie pratique, on va essayer de reprendre ce qu'on a entendu. Alors on va le baisser d'un ton parce que ce sera beaucoup plus pratique pour nous pour le travailler ensemble. On va passer cette fois-ci au clavier. Et je vais passer en caméra globale. Bien. Donc on va passer au clavier. Alors soit vous avez un grand clavier, soit vous avez un petit clavier en fonction de ce que vous avez. Et on va faire un mouvement. En fait, l'objectif, vous avez entendu tout à l'heure qu'on avait cet accord et on avait par-dessus. Voilà. Lorsque vous avez ce mouvement-là, en fait, on va le baisser pour ne pas avoir de touche noire à utiliser. Et on va faire ça. Voilà, ce petit mouvement-là. Alors là, évidemment, ça vous paraît soit très simple, soit assez complexe. Dans les faits, c'est pas très compliqué et on va y arriver assez bien. D'abord, on va paramétrer la tablette pour y arriver. Alors, pour la paramétrer, on va partir, je vais la mettre dans le bon sens, on va partir du piano comme ça, c'est-à-dire que lorsque vous sélectionnez GarageBand,
lorsque vous sélectionnez GarageBand, vous allez regarder à choisir en cliquant ici le bon instrument. Parfois, vous serez sur des instruments voilà, qui sont un peu déployés ici. Donc, vous avez sélectionné clavier dans la partie principale, et là, vous allez rechercher Keyboards, et dans Keyboards, vous allez prendre soit Grand Piano, soit Classical Grand, qui est à peu près le même piano. Ici, on a un certain nombre de touches. Celle-là, Glissando, on va la laisser comme ça. Elle permet d'obtenir des sons comme ça, sans faire bouger le clavier, ce qui est assez pénible. Théoriquement, en bas, vous avez un Do, tout en bas à gauche. Ici, si on regarde, je ne sais pas si on va réussir à le voir à l'écran, manifestement pas. Tout en bas, vous avez le nom de la note qui est écrit, et je dois avoir le Do 2. Mais avant d'avoir fait ça, je vais vérifier que j'ai le bon clavier. Il faut un clavier assez large. J'ai sélectionné les deux les plus à gauche. D'accord? Donc j'ai cliqué sur le petit clavier ici, j'ai sélectionné les deux qui sont les plus à gauche. À partir du moment où j'ai ça, j'ai un seul clavier, et j'ai un clavier qui est assez large pour y mettre mes doigts. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'ai le Do, ici j'ai le Do 2, qui est un peu grave. Donc on va passer, je vais rajouter une octave ici, et j'ai le Do 3 qui sera plus agréable pour commencer. Bien, à partir de là, comment placer ses doigts sur le clavier? Eh bien c'est simple. Vous avez le Do, on va faire le Ré, on va faire le Mi, le Fa et le Sol. À partir du moment où on fait ces cinq doigts, on aura tout simplement à poser la main. Je vais baisser un petit peu, voilà, de sorte que vous voyez. On va poser la main sur le clavier, comme ceci. Alors, pour jouer du piano, si vous avez les doigts comme ça, vous aurez repéré que, a priori, le pouce est plus court que les autres doigts. Donc vous allez être vite bloqué si vous êtes comme ça, parce que vous n'allez pas réussir à placer vos doigts. La bonne position de la main pour jouer du piano, c'est comme si on avait une petite clémentine dans la main. Et vous allez prendre la position la plus relâchée possible. Vous laissez tomber la main, vous remontez la main sans bouger les doigts. Les doigts, vous les laissez juste retomber, et vous retrouvez cette position. Regardez, j'ai l'index qui se pose vers le pouce, et donc j'ai la bonne position. Ça, c'est la bonne position pour jouer. J'ai mes doigts qui sont ce qu'on appelle les doigts ronds. Voilà, tous ceux qui ont déjà fait du piano auront entendu au moins une fois dans leur vie de pianiste, et sans doute des dizaines, voire des centaines de fois, leur professeur de piano leur dire les doigts ronds. À partir de là, quand je vais vouloir jouer sur le clavier, je vais me positionner un doigt par note, ça tombe tout seul. D'accord? J'ai les 5 doigts. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais utiliser les doigts des deux mains. Je vais commencer par la main droite. Dans les deux mains, on va utiliser la numérotation des doigts telle qu'elle existe au piano. C'est-à-dire que le pouce étant utile, contrairement à la guitare ou au violon, par exemple, où il n'existe pas dans la numérotation, là, c'est le premier doigt, 2, 3, 4, 5. Le pouce sera le premier doigt. C'est la même chose pour la main gauche, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, où je vais avoir donc les deux mains qui seront en symétrique. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5 et que je vais du 1 vers le 5, j'aurai des mouvements contraires. Là, il va pas falloir passer de la gauche vers la droite, du grave vers l'aigu. Donc, on va avoir une main qui fera dans un sens, l'autre main qui fera dans l'autre sens, qui partira du 5. Je commence donc avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, premier mouvement, et je me mets... D'accord, je vais faire ça une fois, une deuxième fois. Voilà, à partir du moment où j'ai fait ce mouvement-là une fois, alors, comment je vais le concevoir? Alors, soit vous avez la tablette, soit vous n'avez rien. Soit vous avez un petit clavier, là en l'occurrence j'ai ce qu'on appelle un petit clavier maître, qu'on peut utiliser aussi, qui pourrait être l'équivalent d'un petit synthé. Là en l'occurrence, il est utilisé pour se brancher par exemple sur la tablette. Voilà. Lorsque je veux brancher mon clavier maître sur la tablette, évidemment les câbles sont tous emmêlés parce qu'il y en a trop. Lorsque je vais le brancher sur la tablette, je pourrais commander la tablette avec ça, directement avec mon petit clavier. Et comme il est un peu plus facile à repérer, ça me permet de vous montrer directement dessus comment le faire. Donc, vous avez le clavier tel qu'il est ici. Vous repérez qu'il y a les deux touches noires qui sont là, puis 3 touches noires, puis 2 touches noires, puis 3 touches noires. Vous avez toujours le même fonctionnement. On se met là où vous repérez sur la tablette qu'il y a le Do, et donc on va faire Do,
Ré, Mi, Fa, Sol. C'est-à-dire avec les doigts 1, 2, 3, 4, 5. En aucun cas, je ne vais utiliser les doigts à la file, enfin le même doigt pour toutes les touches. En aucun cas, je vais utiliser ça comme ça. J'essaie de positionner ça de sorte qu'on m'entende bien dans le micro. Donc, il va falloir que j'utilise tous mes doigts. D'accord ? En aucun cas, je peux faire avec les deux mains un seul doigt. Donc, je pars de la main droite et je fais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Je reprends, ça fait pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Je reprends encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous repérez qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, j'attends uniquement ce moment-là pour lever le doigt d'avant. Vous remarquez aussi que mes doigts ne bougent que très peu. Je ne fais pas... Plus vous avez les doigts hauts, plus ce sera imprécis. Vous restez les doigts quasiment en contact avec le clavier. Donc 3 fois la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Je refais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Ok. À partir du moment où j'ai fait cette voix-là avec cette main-là, il va falloir que je fasse le même travail, cette fois-ci avec la main gauche. Alors là, vous repérez que je le fais au tableau, au piano, n'importe quoi. Je le fais au piano, mais je peux le faire aussi très bien sur une table. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir assez de poids. Donc je vais le faire avec la main gauche uniquement sur la table. J'ai les doigts qui sont en bon espacement. Regardez, si je les pose, j'ai juste à les bouger, ils sont en bon espacement. L'espacement, en fait, il est assez naturel. Hein. J'ai juste mes doigts assez détendus qui sont positionnés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pouce et l'index sont quasiment collés. On est assez, les doigts qui sont assez proches. Et on y va. Donc, on commence du 5e doigt. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Sur la position, vous remarquez que à aucun moment le poignet n'est ni vers le haut ni vers le bas, à aucun moment. Et que quand vous avez le poignet, il est dans le prolongement, la main est dans le prolongement du bras, et c'est assez ferme. C'est souple, mais c'est assez ferme. D'accord ? Et tout le poids du bras, globalement, repose sur le doigt. Lorsque j'ai le doigt qui est posé, je ne retiens pas mon bras, il n'est pas tendu, il est très détendu au contraire, et tout le poids est posé sur le doigt qui est en contact avec la touche. Donc si je refais 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. D'accord ? Je reprends la même chose, cette fois-ci je fais la même chose mais sur le clavier. Et ça fait... Voilà. Si je le mets maintenant sur un vrai clavier comme on l'avait tout à l'heure, on va remonter un petit peu. Voilà, si je le mets sur un vrai clavier, j'ai la main droite qui va me faire
la deuxième main. Do, ré, mi, fa, sol. 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Vous allez repérer que le plus difficile, c'est de faire la descente. Sol, fa, mi, ré, do. Et si je fais avec les deux mains, ça fait do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, do. Voilà, je reprends cette fois-ci au tempo un peu plus rapide. Ça fait do, ré, mi, fa, sol, 2, 3. Et je tiens bien la note jusqu'au bout. Voilà, ça doit se faire assez naturellement. Hein. Lorsque j'ai, ici, je termine avec le pouce sur un do et l'auriculaire sur le do en dessous pour la main gauche. Donc 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Et on essaie d'avoir les deux mouvements qui sont bien ensemble. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, vous obtiendrez. Alors l'objectif, c'est d'avoir comme un unisson, hein, c'est une octave. Voilà, c'est donc la pratique que vous aurez à faire. Donc ce que je vous conseille au long de la semaine, là, c'est d'essayer de vous entraîner. Vous n'avez pas besoin d'un clavier. Vous pouvez le faire sur votre bras pour sentir le poids de votre main sur le bras. Vous le faites sur votre bras et vous faites avec la main droite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Pour le bon positionnement, il convient que vous imaginiez que vous avez une espèce de ligne imaginaire sur votre bras. Vous pouvez vous positionner à un endroit du bras où vous sentez un peu qu'il y a comme une ligne et vous essayez de toujours vous positionner vos doigts sur cette ligne-là. Une fois que vous avez fait avec la main droite sur le bras gauche, vous inversez, vous faites avec la main gauche sur le bras droit. Do, donc on commence avec le 5, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Encore une fois. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Il y a donc deux choses en même temps. Avec les deux mains, vous entraînez main droite, main gauche, un petit peu tous les jours. 3 minutes. Vous le faites deux ou trois fois tous les jours. Et ça viendra tout seul. Si vous ne le faites pas de manière régulière et que vous n'êtes pas pianiste, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Mais en revanche, il est impossible que vous n'y arriviez pas si vous le travaillez ne serait-ce que 3 minutes par jour, en vous concentrant bien sur 1, 2, 3, 4, 5. Dans un premier temps, main droite sur bras gauche, main gauche sur bras droit. Évidemment, si vous avez un clavier à la maison, n'hésitez pas à vous positionner dessus. Vous pouvez le faire sur votre tablette. Une main à la fois sur la tablette, vous aurez du mal à placer les deux mains à la fois, de toute façon parce que vous n'avez pas assez d'octaves sur votre clavier. Et puis, sinon, sur une table, ça suffit. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et une fois qu'on a fait main droite, main gauche, on peut passer avec les deux mains et on se concentre sur une table ou sur un clavier. Mais sur une table, c'est aussi bien. Et vous essayez de vous concentrer. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Ce qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On essaie de faire tomber les doigts bien en même temps, toujours sur une ligne. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez regarder cette vidéo et travailler un petit peu avec, de sorte qu'on puisse avancer, puisque le retour semble loin de nous encore. En attendant, je vous souhaite bon courage pour tout ce que vous aurez à faire et pour tous les objectifs que vous êtes fixés.
Et puis, à très bientôt, quoi qu'il arrive. Il est probable que j'essaye, si cette fois-ci j'arrive à régler ce problème. Nous avons fait cette première partie du cours avec l'autre classe de quatrième, qui sont les 4E, si je ne m'abuse, qui en sont au même point que vous, qui ont travaillé cette partie piano. Donc j'essaierai de faire un direct la semaine prochaine, à 9h30, de 9h30 à 10h30, avec les deux classes réunies, pour continuer le cours là où nous l'avions arrêté. Voilà. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci.